TPT+, la chaîne panafricaine des diasporas. C'est un plaisir de vous retrouver à cette session d'information sur TPT+. Madame, Messieurs, bienvenue au sommaire de ce journal. Arrivée à Brazzaville de la présidente de la République démocratique fédérale d'Éthiopie, du président gabonais, du président de la Guinée-Bissau et du deuxième vice-président du Zimbabwe pour la conférence internationale sur la forestation et le reboisement. Hier, mercredi 3 juillet 2024, un entretien entre le président Denis Sassou Nguesso et son homologue gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema a eu lieu, centré sur des questions bilatérales et multilatérales. Et à l'international, en RDC, l'armée condamne des soldats morts pour avoir fui le combat. Ouvrons ce journal. Débutons ce journal par cette dépêche du sport du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Logés dans le groupe K, les Diables Rouges ont hérité de l'Afrique du Sud-Soudan et de l'Ouganda. Poursuivons ce journal. Son Excellence Madame Sahle-Work Zewde, présidente de la République démocratique fédérale d'Éthiopie, ainsi que le président de la Guinée-Bissau sont arrivés à Brazzaville ce jeudi 4 juillet 2024 pour participer à la première édition de la conférence internationale sur la forestation et le reboisement. Ils ont été accueillis à l'aéroport de Maya par Firmin Aïssa, ministre d'État, ministre de la fonction publique. Reportage. À quelques heures de l'ouverture officielle à Brazzaville des travaux du segment de haut niveau de la CIAR, la conférence internationale sur la forestation et le reboisement, les chefs d'État et d'autres personnalités qui ont confirmé leur participation continuent d'arriver dans la capitale congolaise. À l'instar de la présidente de la République démocratique fédérale d'Éthiopie, Sahle-Work Zewde, accueillie en fin de matinée de ce jeudi à l'aéroport international Maya par le ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la sécurité sociale Firmin Aïssa. L'un des défis auxquels l'Éthiopie est appelée à relever sur le plan environnemental est celui de la déforestation qui menace la survie de certaines espèces animales. Venu lui aussi prendre part à cette conférence, le président de la République de Guinée-Bissau, Umaru Sissoco Embalo, a été également accueilli à son arrivée par le ministre d'État Firmin Aïssa. Sa présence à Brazzaville témoigne de l'engagement de son pays à participer aux efforts visant à adopter une décennie africaine et mondiale d'afforestation. À noter que dans le cadre de sa politique de protection de l'environnement, la Guinée-Bissau a entrepris des actions pour promouvoir la mise en œuvre effective et participative de plusieurs conventions internationales qu'elle a ratifiées. Arrivée à Brazzaville du président gabonais et du deuxième vice-président du Zimbabwe, le président de la République gabonaise, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, ainsi que le deuxième vice-président du Zimbabwe, Kembo Mohadi, sont arrivés à Brazzaville hier mercredi 3 juillet 2024 afin de prendre part à la CIAR. Des précisions dans ce reportage. Avec plus de 88% du territoire national couvert par des forêts tropicales, le Gabon va être représenté à la première conférence internationale sur la forestation et le reboisement par son président Clotaire Oligui Nguema. Premier chef d'État à fouler le sol congolais pour prendre part à cette rencontre cruciale pour la survie de l'humanité, le président de la transition du Gabon a été accueilli ce 3 juillet à l'aéroport international Maya par le Premier ministre Anatole Koliné Makosso. Cette conférence de Brazzaville est l'occasion pour les dirigeants de définir une stratégie visant à augmenter la superficie forestière mondiale pour lutter contre le changement climatique.
Conscient du rôle essentiel des forêts dans la régulation du climat, le Gabon a depuis l'année 2000 préservé une partie de sa forêt tropicale en créant plus d'une dizaine de parcs nationaux. Il a lancé également plusieurs initiatives allant dans le sens de limiter la déforestation et la dégradation des forêts. Une autre personnalité accueillie à Brazzaville ce mercredi dans le cadre de la conférence internationale sur la forestation et le reboisement a été le deuxième vice-président du Zimbabwe, Kembo Moadi. Ce dernier a été reçu à son arrivée par le ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la sécurité sociale, Firmin Aïssa. Pays de l'Afrique australe, le Zimbabwe dispose de plusieurs organes de gestion rationnelle de ses forêts, parmi lesquels la commission forestière. Notons que selon une source protocolaire, d'autres chefs d'État sont attendus ce jeudi dans la capitale congolaise. Le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a eu de fructueux entretiens hier, mercredi 3 juillet 2024 à Brazzaville, avec son homologue gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema, sur des questions bilatérales et multilatérales. Suivez ce reportage. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a accordé son hospitalité à Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République gabonaise, venu rehausser de sa présence la première conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement, dont le segment de haut niveau s'ouvre le 5 juillet. Au cours de leurs échanges, les deux chefs d'État ont passé en revue l'état de la coopération bilatérale entre les deux pays. Le président du Gabon a saisi cette occasion pour présenter au président Denis Sassou Nguesso l'évolution de la transition au Gabon. Pour sa part, le chef de l'État congolais, en sa qualité de président de la Commission climat du bassin du Congo, a informé son hôte au sujet de la décennie mondiale et africaine de l'afforestation et du reboisement devant lutter contre le changement climatique pour la survie de la planète. Je suis arrivé bien avant le sommet pour que nous puissions échanger sur des questions d'intérêt général qui concernent le Congo et le Gabon. Nous avons parlé de la transition gabonaise, où nous avons toujours le soutien du président Denis Sassou Nguesso ici présent, qui est un patriarche et qui nous conseille et qui nous oriente dans cette transition. Et cette transition que nous voulons toujours apaiser. Aujourd'hui, nous sommes en train de rédiger une nouvelle constitution et j'ai été édifié par les conseils qui m'ont été donnés par le président Denis Sassou Nguesso ici présent. Je tenais à le dire et nous avons pris acte pour les avancées de notre transition à Libreville au Gabon. Et pour ce qui est du sommet, je suis tout à fait content d'être ici à Brazzaville. Le sommet commence demain et j'ai eu le privilège d'être reçu aujourd'hui avant tous les autres chefs d'État. En définitive, le président Brice Clotaire Oligui Nguema entend jouer sa partition pour la réussite de la première conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement. Création de 3 nouveaux départements. Le Conseil des ministres s'était réuni hier, mercredi 3 juillet 2024, sous la très haute autorité du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. Le gouvernement s'est penché sur plusieurs dossiers, parmi lesquels la création de 3 nouveaux départements. Plus de précisions dans ce reportage. C'est une redéfinition des limites de certains départements du Congo. Le Conseil des ministres vient d'approuver la création de 3 départements supplémentaires. Des réformes dans la gouvernance locale motivées par le désir de revigorer l'effectivité et l'efficacité de la décentralisation et du développement local. Le premier d'entre eux, le département de l'Ankeni-Alima, ayant pour chef-lieu le district de Gamboma. La création de ce nouveau département a pour objectif de répondre aux spécificités et aux aspirations des administrés concernés, c'est-à-dire nos concitoyens. La création du nouveau département de Nkeni-Alima permet de réduire la taille géographique du département des Plateaux, qui compte jusqu'à ce jour 11 districts, très éloignés du chef-lieu Djambala. Le département de la Nkeni-Alima, en création, regroupera les districts suivants: district de Gamboma, Abala, Alembe, Olombo, Ongoni et Makoti-Poko. Trop vaste, le département du Poul a été dénombré, donnant naissance au département du Djoué-les-Fini.
Extrait du district d'Ongabé, Odiba devient district et chef-lieu de ce département. Reposant sur les principes de déploiement équilibré de l'administration sur l'ensemble du territoire, de mise en place d'une administration de proximité et la création des conditions pour une administration orientée vers le développement, le renforcement de la démocratie locale, la consécration de ce nouveau département, Djoué-les-Fini, s'explique par la taille trop importante de l'actuel département du Poul. Ainsi, le département du Djoué-les-Fini regroupe les districts d'Igné, Vinza, Kimba, Odziba, Ngabé. Dernière entité administrative créée, le département du Congo-Ubangi, faisant de Mosaka son chef-lieu. Cette nouvelle entité administrative inclut des districts actuellement trop éloignés de leur actuel chef-lieu, de départements respectifs dans la Cuvette et dans la Likwala. Cette dispersion des districts provoque notamment l'isolement des populations des districts de Bokoma et de Liranga. Le département du Congo-Ubangi, nouveau département, regroupe les districts de Mosaka, Bokoma, Liranga et Lukolela. Autre réforme dans la territoriale, la commune de Kintélé est désormais rattachée au département de Brazzaville. Ces projets de loi seront transmis au Parlement pour examen et approbation. Le Conseil des ministres a également adopté les statuts du Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement des entreprises et le déclassement de la propriété bâtie du domaine public de l'État, cadastré section R, bloc 21, parcelle 8 située au centre-ville, arrondissement Potopoto, commune de Brazzaville. Changeons de sujet, parlons cette fois-ci de la SIAR, troisième et avant-dernier virage des travaux de la première édition de la conférence internationale sur la forestation et le reboisement. La journée de ce jeudi a été consacrée au segment ministériel. Unanimement, tous les intervenants qui se sont succédés à la tribune ont convergé leur voix à des approches de solutions pour sauvegarder l'environnement. Reportage. En cette période où les effets dévastateurs du dérèglement climatique touchent toutes les parties du monde, la rencontre de Brazzaville est une occasion qui va permettre aux participants, qui sont les représentants des ONG, des communautés, des institutions et autres décideurs, de pouvoir conjuguer des efforts pour une prise de conscience sur la notion d'afforestation et de reboisement. Objet saillant de ces assises. Reconnaissant le rôle que jouent les forêts dans le maintien de l'équilibre écologique, Josaphat Sako, la représentante de l'Union africaine, estime que le soutien de la biodiversité est une nécessité impérieuse pour relever les défis. Le progrès technologique de la recherche scientifique joue un rôle central dans nos efforts. La télédétection, la cartographie SIG et la biotechnologie peuvent améliorer considérablement notre capacité à surveiller, gérer et restaurer les paysages forestiers. De plus, les connaissances et pratiques autochtones offrent des informations précieuses sur la gestion durable des forêts. Nous avons déjà été témoins de nombreuses réussites à travers le monde. Les projets de reboisement à grande échelle en Chine et en Inde, aux initiatives de reboisement communautaire en Afrique et en Amérique latine. Ces efforts servent de lières d'espoir et de modèles d'action efficaces. En effet, le taux de perte nette des forêts s'élève de nos jours encore à 4,7 millions d'hectares par an. Et l'Afrique risquerait de subir les méfaits dans les décennies à venir. D'où le rendez-vous de Brazzaville qui devrait produire des solutions idoines. S'est exprimé ainsi Chris Mburu, le coordonnateur résident des agences du système des Nations Unies au Congo. Ouvrant le segment ministériel, le Premier ministre, chef du gouvernement congolais, conscient des enjeux, appelle de manière unanime tous les participants à jouer leur partition. La Convention du patrimoine mondial de l'UNESCO de 1972, qui reconnaît la nécessité de réunir dans un même document les notions de protection de la nature et de préservation des biens culturels,
en vue d'une interaction entre l'être humain et la nature et bien entendu d'une préservation de l'équilibre entre les deux. C'est ainsi que nous le dit le président Denis Sassou Nguesso, je le cite, « Les arbres et nous sommes des frères. Nous vivons grâce à eux et eux vivent grâce à nous. » Fin de citation. C'est dire combien est grande notre mission. Soyons donc tous concentrés, motivés, engagés et déterminés pour la cause de la forestation et du reboisement. L'une des solutions basées sur la nature qui soit la plus plausible pour conjurer durablement la menace climatique. C'est donc au regard du travail des experts et celui des ministres, les chefs d'État pourront endosser le vendredi 5 juillet 2024 la stratégie africaine et mondiale de l'environnement et adopteront la déclaration de Brazzaville, menu des outils qu'ils pourront apporter lors de l'Assemblée générale des Nations unies en vue de l'adoption d'une résolution reconnaissant l'importance pour la planète de la décennie africaine et mondiale de la forestation et du reboisement. La conférence internationale sur la forestation et le reboisement se poursuit normalement pour ce 3e jour consacré à l'ouverture du segment ministériel. Plusieurs déclarations ont été faites, dont celle de la jeunesse qui s'est proposée de mettre la main à la pâte pour soutenir la vision du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Un reportage de Lucien Dombi et Régis Moss. La mobilisation des jeunes dans la lutte contre les changements climatiques a été réitérée au cours de cette cérémonie d'ouverture du segment ministériel présidée par le Premier ministre chef du gouvernement Anatole Kouliné-Makosso. En cette année qui leur est dédiée, ces jeunes ont proposé une déclaration dont les intérêts sont présentés ici par Florian Koulimaya. Face à cette crise planétaire, les jeunes de par le monde s'engagent sans coercition et participent massivement aux activités d'afforestation et de reboisement. Nous pouvons entre autres citer les actions de planting d'arbres organisées à travers le monde et pilotées en République du Congo par son premier citoyen, son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, qui a promulgué depuis 1984 une loi instituant la Journée nationale de l'arbre. Les activités de reboisement pilotées par la plateforme internationale One Forest Youth Initiative visant la création des forêts communautaires et la conservation de notre biodiversité. Et enfin, la déclaration de l'Assemblée de la jeunesse africaine sur le climat de Nairobi en 2023 qui appelle à une action climatique urgente et à l'inclusion des jeunes dans les discussions mondiales sur le climat. Cette première édition, qui est à la fois une occasion de réflexion entre les experts sur les questions de changement climatique et un appel aux États sur la préservation de la planète, a permis à ces jeunes de lancer cet appel. Nous, jeunes du Congo et d'ailleurs, appelons les gouvernements et toutes les parties prenantes à œuvrer pour la sensibilisation à grande échelle des populations sur l'importance de la forestation et du reboisement, de la protection de l'environnement et de la biodiversité, à l'effet de créer une synergie irréversible contre le changement climatique. L'abondement du fonds vert permettant d'amplifier les initiatives écologiques et favorisant la création d'emplois verts, notamment pour les jeunes, et l'essor d'une économie vertueuse qui préserve la biodiversité et protège les forêts. Cette jeunesse, qui se refuse d'être celle qui lira l'histoire, mais plutôt celle qui l'écrira, promet multiplier des actions de masse pour accompagner la vision du président. Restant dans ce chapitre, il se tient à Kintélé, dans la banlieue de Brazzaville, depuis le 2 juillet 2024 à Lassiar. Une initiative qui s'inscrit dans la droite ligne du combat du président Denis Sassou Nguesso dans sa lutte contre les changements climatiques. Suivez. Capitale des grandes rencontres internationales, Brazzaville abrite depuis le mardi 2 juillet 2024 les travaux de la première conférence internationale sur la forestation et le reboisement. En effet,
Considérant la cause climatique et environnementale à la fois comme une problématique planétaire et un des droits fondamentaux des peuples et sous l'impulsion du président Denis Sassou Nguesso, le Congo s'est lancé sans réserve dans la bataille pour la vie et la perpétuation des espèces. Ce depuis les années 80, à travers la Journée nationale de l'arbre instituée en 1988, en passant par l'initiative sur la création du Fonds bleu pour le bassin du Congo, dont l'accord fut signé le 9 mars 2017 à Oyo. Le président Denis Sassou Nguesso s'investit chaque jour dans la préservation de l'environnement en invitant non seulement ses compatriotes, mais aussi la communauté internationale lorsque l'occasion s'y prête à s'arrimer à son combat contre le changement climatique destiné à la survie des espèces humaines, animales et végétales. Une vision d'un monde vert qu'il a par exemple consigné dans son ouvrage intitulé « L'Afrique, enjeu de la planète, les nouveaux défis du développement durable » ou encore dans le Gondwana et l'arbre à palabre en version bande dessinée pour inviter les enfants à s'intéresser à la problématique de préservation de l'environnement. Un engagement qui a des répercussions positives au niveau international. À titre illustratif, au cours de sa récente visite d'État à Saint-Pétersbourg dans la Fédération de Russie, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a été consacré docteur honoris causa de la Higher School of Economics de l'Université de Saint-Pétersbourg. Une occasion pour Evgeny Zelenev, le directeur de l'Institut des études orientales et africaines, de faire entre autres une plaidoirie pour que le Congo s'ouvre aux touristes russes qui seraient tentés par les parcs nationaux congolais tels que Novalendoki, riche en pachydermes et inscrit depuis 2012 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Question de protéger cette zone de biodiversité exceptionnelle au cœur des forêts du bassin du Congo. Vos activités sont aussi bien connues dans les dossiers de l'environnement. Le réserve Novalendoki est mondialement connu. Il abrite un phénomène unique dans son genre, les forêts subtropiques humides dans la vallée du Congo. Je pense que le public russe, en tout cas, sera intéressé de savoir que grâce à la protection étatique et la tutelle de l'État, ce réserve a su préserver une espèce très particulière d'éléphants. Ce sont des éléphants de 2 mètres de taille, plus ou moins. Et en Russie, on les appelle parfois les éléphants des forêts d'Afrique, les éléphants enfants. Et leur code ADN est unique et il ne peut pas être répété. Restons dans ce droit fil et parlons du deuxième jour de la conférence internationale sur la forestation et le reboisement, dont le temps a été marqué par des activités connexes, parmi lesquelles un panel axé sur le partenariat et projets d'afforestation. On fait le point dans ce reportage. En cette deuxième journée de la conférence internationale sur la forestation et le reboisement, les participants ont eu droit à un panel hautement édifiant avec des intervenants de qualité, au nombre desquels Calixte Tabangoli, directeur général de la Banque postale du Congo, par l'occasion, a annoncé que des actions seront émises par sa structure pour soutenir la vision verte du président de la République, Denis Sassou Nguesso. La Banque postale a posé un certain nombre d'actes. Je pense des actes forts pour montrer notre détermination à suivre l'orientation qui a été tracée par le premier des citoyens, je parlais du président de la République, dont on connaît la sensibilité sur ces questions-là. Nous avons, au mois de mai dernier, avec le concours du Pronard, nous avons sur 10 hectares planté des acacias, des plantes d'acacias. Et il ne s'agissait pas seulement d'une action de planting, parce que derrière, pour nous, c'était de faire en sorte que les populations autochtones puissent également engager des actions génératrices de revenus. Et donc, nous avons permis à un certain nombre de jeunes sœurs, de jeunes femmes, de mamans, de pouvoir entamer des actions d'agriculture sur ces portions de terre. Et nous avons aussi, parce que c'est l'année de la jeunesse, comme vous le savez, permis à des jeunes que nous avons identifiés qui vont pouvoir, d'ici quelques temps, procéder au traitement du miel qui pourra être collecté à partir de ces plantations. Donc on peut dire que c'est 3 actions en une.
aller vers la préservation de la biodiversité, aider nos jeunes mamans à avoir des sites où ils pourront faire de l'agriculture et avoir des activités génératrices de revenus, et également s'occuper des jeunes à travers justement la production de miel, la vente, la commercialisation de miel. C'est une action, encore une fois, je tiens à souligner, avec un concours avec le PRONAR qui nous appuie et qui souligne cela. Nous avons aussi engagé une action qui semble fonctionner. Notre agence de Kulunda aujourd'hui est pratiquement une agence qui fonctionne à l'énergie propre, avec notamment l'installation d'un système qui permet de ne pas consommer ni d'électricité directe de caressée, ni de gasoil à travers les groupes électrogènes. Tout cela participe des efforts que nous faisons dans le cadre de notre responsabilité sociétale. Donc il y a d'autres actions qui sont en cours et qui vont nous permettre demain de pouvoir montrer, en tout cas afficher notre ferme volonté à accompagner les pouvoirs publics dans les efforts qu'ils font pour pouvoir combattre justement les changements climatiques. Des recommandations ici énoncées seront donc soumises au segment ministériel pour approbation. La communauté internationale s'implique pleinement dans la lutte contre les défis environnementaux. Les institutions internationales participantes aux assises de Kintele ont par l'occasion manifesté cet engagement. Plus de détails dans ce reportage de Nipsia Ndombi. Devant les participants de cette première édition de la conférence internationale sur la forestation et le reboisement, la communauté internationale a réaffirmé son engagement à soutenir le Congo dans ce combat contre les changements climatiques. Adama Diane Barry est la représentante résidente du programme des Nations Unies pour le développement. Je renouvelle ici notre engagement à travailler aux côtés des États et partenaires au développement, ainsi que le secteur privé, pour, d'une part, favoriser la coopération mondiale en faveur d'un soutien politique, technique et financier au programme de reboisement et de boisement, en tant que solution fondée sur la nature pour la résilience climatique et le développement économique durable. Deuxièmement, pour favoriser l'accès des pays du continent au marché carbone, car les pays ont besoin d'accéder à des volumes plus élevés de financement international du climat afin de leur permettre d'atteindre les objectifs qui se sont fixés dans le cadre des contributions déterminées nationales, et le financement du carbone, justement, est l'une de ces sources. Enfin, nous nous engageons à accompagner pour l'adoption d'approches et de stratégies mondiales et régionales concertées favorisant la production et la diffusion de données scientifiques, permettant notamment une quantification des couverts forestiers, ainsi que les financements requis et disponibles. Ce même engagement est réitéré ici par le représentant de la représentante de la FAO au Congo. La FAO tient encore une fois à saluer le leadership volontaire de la République du Congo et ses dirigeants pour être un pays contributeur de la solution à l'échelle mondiale. La FAO mettra à disposition son expertise et ses données pour appuyer et accompagner les pays, aussi bien dans la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes qu'à cette initiative fort louable portant sur l'afforestation et le reboisement conformément à ce mandat. Pour la CEAC, représentée par Honoré Tabouna, cette conférence vient réaffirmer le leadership du Congo en matière de la diplomatie environnementale. Après le deuxième sommet des 3 bassins forestiers tropicaux organisé en octobre 2023, dans ce même cadre, cette conférence internationale sur la forestation et le reboisement vient confirmer la constance du leadership de la République du Congo en matière de la diplomatie environnementale et climatique en général et celle de l'économie forestière en particulier, tant au niveau international
qu'au niveau continental et régional, ce qui honore notre sous-région. Nous en sommes fiers. C'est ici l'occasion pour moi de féliciter, au nom de l'ambassadeur Gilberto Dapiadadi Verissimo, président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, les hautes autorités de la République du Congo, à la tête desquelles Son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, pour avoir organisé ces assises 2 ans après avoir fait l'annonce de l'initiative sur la décennie mondiale de la forestation. Modèle dans la lutte contre les changements climatiques et la préservation de l'environnement, le Congo peut désormais compter sur l'apport de la communauté internationale et d'autres partenaires financiers pour maintenir sa position au rang des grands défenseurs mondiaux de l'environnement. Laissons la SIA pour parler de la jeunesse congolaise qui brise le tabou de la sexualité sur les réseaux sociaux. C'est le moins que l'on puisse dire au regard des contenus publiés ça et là par les jeunes sur les réseaux sociaux et leur usage de tatouages et autres piercings de la vie courante, des vidéos et des photographies avec des positions, des accoutrements qui révèlent un caractère sexuel apparent, du soft porn à peine voilé, des actions inquiétantes aux yeux des parents et de l'opinion qui se questionnent sur l'avenir de cette jeunesse qui semble plus préoccupée par le fait d'obtenir des likes et commentaires sur les différentes publications. Quand la jeunesse congolaise brise le tabou de la sexualité sur les réseaux sociaux, un sujet de réflexion de Prince Charlie Tikaya. Il est vrai que le Congo est attaché aux valeurs universelles de liberté d'expression, un aspect qui est foncièrement lié à nos valeurs coutumières qui fondent la pudeur comme une norme sociétale. Seulement, force est de constater que de nos jours, les jeunes, particulièrement ceux appartenant à la gente féminine, s'exposent à tout va sans hésitation sur les réseaux sociaux. Qu'il s'agisse de TikTok, Facebook, Twitter et autres. Ces compatriotes se montrent et se présentent en révélant leur corps. Cette jeunesse n'a-t-elle plus de retenue? C'est la question que l'on pourrait se poser au regard de cette liberté non encadrée et sans frein dont ils font preuve. Il ne passe plus un jour sans qu'une vidéo ou une image ne révélant les parties intimes d'une jeune fille ou d'un jeune garçon soit publiée. Et même dans la rue, ces adolescents se baladent avec des vêtements très courts, petites culottes, petits hauts, laissant voir parfois leur intimité. Pour ceux et celles qui portent des piercings et des tatouages, l'objectif est de les montrer aux yeux de tous. Où sont les parents de ces enfants? À première vue, les premiers responsables de cette dépravation de mœurs chez les jeunes sont les parents. En effet, la cellule familiale représente l'unité fondamentale de la structure familiale. Elle joue donc un rôle primordial et central dans la vie affective, sociale et éducative des enfants. Si ce cadre essentiel pour la socialisation et le développement des individus au sein de la société a raté ses missions, il est clair que les résultats sont ce que nous observons aujourd'hui. Il serait donc judicieux que les parents cessent d'être démissionnaires et reprennent leur rôle au sérieux, au risque que ce soit l'État qui prenne les choses en main et fasse appliquer la plus stricte des rigueurs. L'utilisation du plastique au Congo, à l'instar de nombreux pays en développement, présente un enjeu complexe où s'entremêlent économie, environnement et santé publique. Si les avantages économiques du plastique sont indéniables, ses impacts négatifs sur l'environnement et la santé sont tout aussi réels et préoccupants. Prince Charlie Tikaya nous revient dans ce reportage. Le plastique est omniprésent dans le quotidien des Congolais, des emballages alimentaires aux produits industriels en passant par des équipements médicaux. Il est difficile d'imaginer sa vie sans ce matériau versatile. Pour un pays comme le Congo, où les infrastructures de production et de distribution sont encore en développement, le plastique offre des solutions pratiques et économiques. Sa légèreté, sa durabilité
et son faible coût en font un choix privilégié pour de nombreux secteurs. Cependant, l'utilisation généralisée du plastique engendre des défis environnementaux majeurs. Le Congo, avec ses vastes forêts tropicales et sa riche biodiversité, est particulièrement vulnérable à la pollution plastique. Les déchets plastiques, souvent non biodégradables, s'accumulent dans le sol et les cours d'eau, menaçant l'écosystème et la faune. Les plastiques jetés de manière irresponsable finissent dans les océans, contribuant à la crise mondiale de la pollution marine. Outre l'impact environnemental, le plastique présente également des risques pour la santé humaine. Sa décomposition libère des substances chimiques nocives susceptibles de contaminer l'eau et les aliments. Face à ces défis, il est impératif que le pays prenne des mesures pour gérer et réduire son utilisation. Les initiatives de recyclage et de gestion des déchets doivent être renforcées. La sensibilisation du public aux dangers de la pollution plastique et aux avantages des alternatives écologiques est essentielle. Des politiques environnementales strictes et d'encouragement à l'innovation dans les matériaux alternatifs tels que les bioplastiques peuvent contribuer à réduire la dépendance au plastique. Dans la ville capitale Brazzaville, force est de constater l'augmentation des accidents des cyclomotoristes depuis sa régulation. Dans les rues de Brazzaville, quelques conducteurs nous parlent des causes liées à ces phénomènes. Un reportage de Michel Opakweli. La multiplication des taxis-motos dans la ville de Brazzaville, notamment à Potopoto ou Inze, surtout en grande proportion à Mekalo, Kombo et Massengo, est devenue un véritable fléau en termes d'insécurité routière depuis sa régularisation lors du Conseil des ministres tenu en date du 7 octobre 2023 dernier. Sans réelle formation de conduite, fort est de constater depuis un moment que les cyclomotoristes usent d'une conduite les plus dangereuses ayant à bord 1, 2, voire 3 passagers sur la même moto, causant ainsi des accidents quasiment tous graves, bien souvent mortels. Face à cela, quelques conducteurs rencontrés nous parlent des causes de ces accidents. Par rapport à la sudesse de Salama, 4x4 bouton, c'est un abaninga misusu ba memame. Akoki koloba ke bana conscience te. Parce que à chaque fois moto to kenana vélo, comme on a même moto azu sala dépassement, sont ata la même liboso, ata la pessimie. Alors que na dépassement, na ndenge ya conduite pour nous ça la dépassement, faut tala nani camion za liboso na ya combien de mètres ezana yo, otali na ni simano est-ce que na simana yo et ana camion mususu pezo ya gate, wana okoki ko ça la dépassement. Au moins na bato mususu ba ya ka vraiment ça la dépassement à constater ata liboso te ata simate. Mais parfois liboso kuna kina camion moko e coincé lisusu. Et tant que bima bo parfois camion ngo yedue ba koyi. Na bato mususu ba ça la dépassement en droite. Alors que moment où ça la dépassement en droite, parfois qu'on va traverser moto. Le temps où ça le dépassement qui moto bimibwe, aux obligés au joie. Na excès de vitesse, bah jeune monsieur ba ebi côté ya ko kimisa vélo, na côté vraiment ya ko ralentir te. Et qui na bato ebele ba ki ba kuluna ba s'intéresser na kati ya makambo oyo, ba s'intégrer na kati ya taxi moto. Donc du coup bato wana est un peu difficile pour que ba même à vélo correctement parce que toujours aïe na monde de taxi moto. Mais bilo qu'on a melakana tikine yangote et bano toujours copé ça passe. Dans le même sens, ces conducteurs n'ont pas manqué l'occasion pour conscientiser tout chauffeur à la prise de conscience car la vie n'a pas de prix. Moto tout alongolanda ko parfois tiki moi ça tiki mwana. Donc bato tu ya bato ba sala pagaille na goudron te. So moi motazo sala pagaille na goudron. Au moins loko na koki ko lobeyaka motazo conscience. Parce que pour na bato misusu bo ba sala ka na taxi moto. Bazo dépendre pe ka na via taxi moto bazo le sa basi ba maman donc ya bato msu ba le sa famille beleka na mosala taxi moto oyo mais soki tozo bimato sala ba pagaille likoloso ebukani o paralyser bato batikali na ndako naza ko senga kaka conscience ya moto tout oyo azo mema vélo ayi ba vraiment ko doit conscience to mema vélo na ba règle. Cette situation assez inquiétante de nos jours sur la mauvaise conduite des cyclomotoristes dans la ville doit interpeller la conscience des autorités compétentes de voir au clair ce phénomène, d'essayer tout soit peu de sensibiliser celui-ci à travers les formations et de passer au contrôle technique de ces motos afin de limiter le nombre des cas d'accidents, voire de décès dans la ville.
Restant à Brazzaville, le taux des malades mentaux ne fait que s'accroître dans les artères de la ville capitale. Une situation assez inquiétante qui suscite l'étonnement des citoyens dont on constate plusieurs cas chez les jeunes. Un récit d'Harold Luamba et Béni Abikuta. Ils ont pour habitude de fouiller dans les bacs à ordures, dormir à la belle étoile et rendre sale l'environnement. Eux, ce sont des malades mentaux dont leur nombre ne fait que s'accroître du jour au lendemain dans la ville capitale. Pour la plupart, ce sont des jeunes désœuvrés par manque d'une réelle insertion professionnelle et animés par des envies du monde, par manque de patience et d'idées créatrices, finissent parfois par embrasser de mauvaises pratiques, comme des sciences occultes, le vol des biens d'autrui, pour ne citer que cela, serait un soit peu à l'origine de leur dépression. Autre facteur, il y a aussi des maladies qui peuvent entraîner la dépression telles que le palud cérébral. Mais toutefois, ces derniers sont souvent abandonnés par leur famille et les services habilités sans être placés dans les centres appropriés. Cette situation devrait interpeller la conscience des Congolais en vue de décomplexer sur certaines envies et de bien veiller sur leur vie et santé. Revenons à Pointe-Noire où les ménages congolais ponténégrins en particulier sont confrontés depuis plusieurs mois à une hausse vertigineuse des prix des produits alimentaires et de boissons. Chaque boutique et début de boissons augmente à sa guise. Les prix des produits sont pourtant s'inquiéter des sanctions qui peuvent s'en suivre. À qui incombe donc cette responsabilité? Retrouvons Prince Charlie Tikaya. Comment expliquer les causes de cette montée vertigineuse et sourdine des prix des produits observés ces derniers temps dans nos quartiers? Aucune des directions susceptibles d'apporter plus d'éclaircissements sur cette problématique d'augmentation du jour au lendemain que subissent les populations ne se prononce sur cette affaire, encore moins ceux de la consommation. Pourtant, voix officielle en la matière ne donne la moindre explication. Faute des mesures efficaces, les décideurs s'attelleraient, dit-on, à comprendre les causes de cette flambée obscure. La réalité est là. Le pouvoir d'achat des Congolais se réduit comme peau de chagrin. Les ménages congolais vivent des jours inconfortables. Leur pouvoir d'achat est mis à rude épreuve. Outre le fait que cette flambée obscure des prix fait baisser le pouvoir d'achat des Congolais, elle a tendance à provoquer un effet domino. Tous les secteurs étant obligés par vice ou par opportunisme de suivre la courbe de l'inflation. Bien que le phénomène ne soit pas nouveau, mais il prend ces derniers jours une tournure qui frise une escroquerie de bas étage. À l'international, en République démocratique du Congo, 25 soldats ont été condamnés à mort par un tribunal militaire pour avoir fui les combats contre les rebelles du M23 et pour vol. L'armée congolaise qui lutte depuis plus de 2 ans contre l'insurrection du M23, soutenue par le Rwanda, fait également face à d'autres violences de la part des milices. Au Cameroun, le ministère de l'administration territoriale s'en est pris sans les nommer à 2 leaders de l'opposition, Maurice Kanto du MCR et Cabral Libi du PCRN, ce 3 juillet 2024, dans un contexte préélectoral avec notamment la présidentielle en 2025. Ce 4 juillet, les 2 partis d'opposition dénoncent les propos de Paul Ataga Dji. Et enfin, au Gabon, la brouille entre la Banque mondiale et le gouvernement semble avoir été résolue. À en croire le communiqué du ministère des Comptes publics paru mercredi, le pays a procédé au paiement des arriérés de plus de 17 millions de dollars auprès de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. Le 2 juillet dernier. Et c'est la fin de ce journal. Une fois de plus, merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur TPT+, et à demain.